Bonjour, je suis Stella Warnier et vous écoutez la 2e saison de Raconte-moi un commun. Chaque semaine, je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes et pour 5$ par mois sur Patreon, vous pouvez m'aider à poursuivre le projet. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. Un cabaret culturel niché au centre-ville de Rimouski, pensé comme un lieu commun où on vient autant pour écouter que pour se rencontrer. Une salle à échelle humaine, une scène proche du public, des tables où on s'attarde sans pression de commander quelque chose. À la coopérative de solidarité Bain Public, on retrouve autant des artistes émergents que des musiciens connus. On peut profiter des spectacles ou venir manger, ou simplement se déposer et tisser des liens. Marco est arrivé à Rimouski pour les études et n'en est jamais reparti. Musicien, il cherchait un endroit où se produire sur scène avec son groupe et constatait à l'époque le manque d'espace culturel. Animé par le désir de rendre la culture vivante, accessible, collective, il a fait partie du petit groupe qui a porté le rêve de Bain Public jusqu'à sa réalisation. Dans cet épisode avec Marco, on parle de partir des projets avec des inconnus, de créer des espaces inclusifs, de valoriser l'art et les artistes, de l'amour de Rimouski et de faire ce qui a du sens pour soi. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Marc-Olivier Goudreau, bonjour. Bonjour. Tu es cofondateur de Bain Public à Rimouski. Tu es musicien, technicien son, programmateur. On va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais me dire, Marco, quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Et là, j'ai l'impression que depuis que je suis tout petit, ce qui fondamentalement, mettons, me faisait réagir, c'est les injustices, là, puis ça a comme de l'air un peu niaiseux de même. Mais j'étais colérique quand j'étais petit. Puis à chaque fois que je sentais qu'il y avait une injustice, je me fâchais. Peu importe le type d'injustice, fait que je pense que ça a toujours été ça, je pense, là, j'apprends à me gérer, là, ça va, mais sauf que j'ai quand même je pense toujours eu ce désir-là de faire ce qui a le plus de sens pour moi, en tout cas pour que ça soit le plus juste pour moi et les gens alentour. Fait que ce qui dans l'idée des communs, je pense que là, c'est intéressant parce que j'ai envie, quand je fais quelque chose, que ça soit bon pour tout le monde, c'est collectivement bien. Bon. Je pense que c'est ce qui me drive le plus. Ben, j'aime ça. Puis, qu'est-ce que c'est Bain Public? Sans aller forcément, on reparlera là, de ce qui a mené à la création, on reparlera de différentes choses, mais pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, là, qu'est-ce que c'est Bain Public? Les Bains Publics, c'est une salle de spectacle indépendante, lieu de rencontre. On a vraiment voulu ça comme étant un endroit culturel et communautaire, finalement. Fait qu'on a des spectacles, mais on a aussi des organismes locaux qui vont utiliser la salle à faible coût ou gratuitement. Fait que ça venait d'un désir d'avoir une salle pour les artistes indépendants, alternatifs, émergents, mais aussi que ça soit un lieu de rencontre finalement, puis que les organismes qui ont aussi pas accès à des salles, qui ont peu de moyens, puissent avoir accès à un endroit. Ouais, c'est une coopérative aussi de travailleurs. Ouais. Coop de solidarité. Ah, coop de solidarité. Ouais, à but non lucratif. Ouais, c'est ça. Là. Génial. Puis ce qui est intéressant, je trouve, avec Bain Public, c'est que au départ, l'idée répondait quand même à un besoin que tu avais toi-même parce que tu es musicien. Mais plutôt que de seulement prendre soin de toi et de répondre à ce besoin-là, tu as souhaité mettre sur pied un projet qui soit réellement collectif. Veux-tu nous en parler? Oui, effectivement, mettons. En fait, on est plusieurs personnes qui se connaissaient pas, qui sont rejoints, là, puis je peux parler de moi, comment que j'ai été amené à ce projet-là, mais quand même effleurer un peu les autres, là. Mais tu sais, finalement, moi, en fait, j'avais un local de pratique dans un sol de genre 3000 pieds carrés. C'est un peu bizarre, mais on avait comme un coin là. Puis j'étais comme, hey, ça prendrait une place. On n'a pas de locaux de pratique, entre autres. Il y a pas de petite salle de spectacle. Il y en avait déjà une, mais qui était fermée quand je venais d'arriver à Rimouski, qui s'appelait le Bercail. Ça l'a fermé genre en 2018. Puis, fait qu'on avait juste des grandes salles. Fait que là, c'était comme, on a ce besoin-là parce qu'il n'y a pas d'endroit où jouer. Puis mes amis aussi qui sont de l'extérieur, si je serais content de les voir
genre jouer à Rimouski, mais je vois pas où ce qui pourrait être, t'sais. Puis fait que moi, c'est comme ça que j'ai commencé parce que j'étais venu pour faire une maîtrise en géographie, fait que j'étais pas venu pour ça du tout, là. Mais pendant ce temps-là, ben c'est comme ça que j'en suis venu à me dire, hey, il y aurait comme ce projet-là à faire. Puis en parallèle, ben il y avait d'autres gens dans le projet qui étaient aussi des artistes ou des gens qui s'intéressaient à des projets communs en art, ben qui avaient aussi l'idée d'un cabaret culturel. Puis David, lui, qui était à Montréal, qui était un artiste à Montréal, qui était à l'Escalier avant, qui voulait également, mettons, arriver à participer à un endroit où finalement que les artistes pourraient jouer à Rimouski. Bref, on était comme plusieurs qui se connaissaient pas, puis qui ont fini par se merger ensemble pour faire le truc. Oui, puis vous auriez pu faire une salle de spectacle à but lucratif là, avec des billets élevés puis tout ce genre de choses-là. Mais dans la manière dont vous incarnez votre projet, on en reparlera aussi, mais tu sais, vous prenez les décisions ensemble. C'est ça, ça reste dans le soin, dans l'horizontal, tout ça. Puis à la base de ce commun, il y a 5 inconnus, là, tu le disais, ce qui est assez rare parce que souvent, c'est comme des amis qui se mettent ensemble pour lancer des idées. Mais ça, c'était pas votre cas. Est-ce que tu veux nous parler d'Atlantide? Oui, c'est ça. On avait un gros projet qu'on avait appelé l'Atlantide. On était, je pense, une bonne quinzaine de personnes, peut-être plus par moment. Là. On a eu quelques rencontres, fait que ça a un peu dépendu des trucs, mais c'était un projet, c'est ça qui venait, entre autres, c'est ça, le nom Atlantide vient d'un article, une des personnes dans le projet, Stéphane Baudouin, avait écrit un article dans le Mouton Noir qui parlait de les projets communs à Rimouski. C'était un peu comme l'Atlantide parce qu'il y avait beaucoup de projets qui voulaient prendre leur envol, mais qui étaient bloqués pour certaines raisons, ou qui avaient de l'épuisement, puis qui faisaient que ça l'émergeait jamais. Oh. Puis ouais, c'est ça. Fait que, mais c'était aussi un espèce d'appel à se solidariser, puis faire quelque chose. Puis l'idée, c'est qu'on avait un gros projet en commun qu'on voulait déposer, parce qu'il y a les Sœurs du Saint-Rosaire qui avaient fait un appel de projet pour reprendre leur bâtiment, les Ursulines. Là, c'est un gros bâtiment là, religieux qui surplombe un peu la ville, pas loin de l'université. On avait déposé un projet que moi, ben c'était plus dans le volet spectacle, mais il y avait une petite chapelle qu'on s'était on pourrait retransformer en salle de spectacle. On voulait faire des locaux. Il y avait l'idée de cuisine communautaire. Entre autres, il y a un verger sur le terrain, puis de faire de la transformation de ce verger-là. Ça aurait été vraiment de faire de l'éducation populaire. C'était comme un gros projet qui, pour plein de contextes, parce que c'était l'appel de projet, finalement, on a compris que c'était l'office d'habitation Rimouski-Neigette qui allait finalement prendre le projet de cet endroit-là. Puis c'est correct, là, c'est juste que nous autres, ça ne donnait pas. Puis aussi, à la gang, ben, tu sais, c'est ça, sinon on cherchait d'autres bâtiments peut-être pour le faire. C'est juste que c'est un gros projet avec beaucoup de volets. Si vous étiez combien dans Atlantide? Ça commence à faire un bout. Fait que, tu sais, c'est comme dans les réunions, je pense qu'on variait entre 10 et 20. Mais tu sais, probablement que sérieusement, on était une dizaine, mettons, tu sais. Mais c'était pas ce noyau-là, cette dizaine-là, c'était pas que des artistes qui voulaient une salle de spectacle. Non, c'est ça. Il y avait beaucoup d'idées aussi, là. Donc, exact, je pense que c'est ça. Ça partait un peu dans tous les sens, ouais. Ben, c'est ça. Puis je pense que dans l'absolu, ça aurait été vraiment le fun d'avoir un projet qui englobe tout ça parce que justement, ça remet en fait, c'est dans l'idée d'un lieu culturel et communautaire, ça a vraiment du sens. Puis, un peu comme le bâtiment 7. Ben, c'est ça, exact. C'est clairement une inspiration, mettons. Puis il y a de quoi de vraiment intéressant, mais je serais curieux. En fait, je pense qu'il y a des gens qui avaient parlé au bâtiment 7 dans l'Atlantide. Moi, personnellement, non, mais tu sais, de voir comment ils ont mis ça en place parce que, genre, je trouve ça aurait été hot, mais tu sais, c'est sûr que ça a fini par s'essouffler puis qu'on a fini chacun par prioriser des projets puis ça allait émerger en plein de petits projets, ce qui est aussi beau, là, tu sais, ce qui est vraiment le fun. Mais on dirait juste avec l'énergie que ça a pris pour partir un des volets du truc, je me demande comment, tu sais, c'est quand même intense, là, pas partir un projet qui a tous ces volets-là, là, ça me fait peur aujourd'hui. Mais je comprends. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Marco, les communs? Je pense que pour moi, les communs, ben ça va d'avoir de la niaiseux un peu dit de même, mais c'est de mettre en commun des choses, des idées, mais aussi de l'énergie, puis des envies, puis de le faire pas que pour soi, de le faire dans un esprit de collectivité. Fait que tu sais, dans un projet comme les bains publics, c'est que oui, ça s'adresse pas que à nous, ça s'adresse
à la collectivité mais c'est aussi quelque chose qu'on décide de faire en commun, que c'est pas justement une compagnie privée, c'est pas juste l'aspect de, mettons, au niveau financier que ça change, c'est aussi le fait qu'on travaille tout ensemble, qu'on est obligé de se confronter sur des idées, puis on est obligé de, pas négativement, mais juste d'arriver à monter un projet ensemble. Tu sais, je veux dire, ça nécessite nécessairement des compromis, puis ça nécessite nécessairement des discussions. Ça peut être beaucoup, mais en même temps, ça l'amène à quelque chose qui est réellement commun parce que ça a été réfléchi pas tout seul. Puis, selon moi, on peut arriver à un meilleur projet comme ça parce qu'on amène plusieurs esprits ensemble à créer quelque chose. Tu sais, fait qu'on le réfléchit bien, puis on le fait pas que pour soi, on le fait pour le commun. T'as commencé ta réponse en disant, c'est peut-être niaiseux, mais c'était tout sauf niaiseux, là. C'est exactement ce que j'en pense, moi aussi. Je pense que c'était une très bonne manière de le présenter, tu sais. Puis des fois, les communs sont présentés un peu trop comme étant, une définition trop axée sur la ressource, là, tu sais, qui est mise en commun. Mais je pense que c'est beaucoup plus les pratiques, les relations entre les gens, tout ça, puis l'intention derrière. Fait que je pense que, en tout cas, personnellement, je suis bien d'accord avec cette description. Je serais curieuse, Marco, parce que on l'a dit, là, tu as participé à cofonder Bain Public. Je me demandais entre le moment où tu as rêvé peut-être ce projet et maintenant, est-ce que les choses ont beaucoup évolué? Comment est-ce que tu perçois Bain Public maintenant par rapport à ton idée initiale? Oui, je dirais que les choses ont évolué, entre autres parce que c'est pas toutes les personnes qui ont fondé l'action encore dans le projet. En fait, on est 2 sur 5 qui sont encore, mettons, là au quotidien, puis d'autres personnes qui continuent de graviter un petit peu alentour. Mais c'est sûr que ça allait évoluer beaucoup. Tu sais, au départ, quand on voulait partir le projet, c'est sûr qu'il y avait l'idée de salle de spectacle, mais il y avait aussi l'idée de locaux de pratique, l'idée d'un studio d'enregistrement, probablement d'autres choses aussi. Fait que tu sais, fallait décider un peu où ce qu'on alignait, puis on a commencé par un fameux sondage pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils avaient de besoin, tu sais. Puis clairement, c'était salle de spectacle et locaux qui sortaient en premier parce que les locaux, il y en a beaucoup, en fait, dans les quartiers industriels de Rimouski, mettons, mais il y en a peu au centre-ville où ce que les gens habitent puis peuvent se déplacer facilement. On a décidé de prioriser, en fait, le volet spectacle puis de se dire, une année, on va sûrement faire des locales aussi, des locaux, mais je pense que ce qui a le plus changé, c'est qu'on avait beaucoup d'idées puis on pensait qu'on allait les mettre en place rapidement. Puis on s'est rendu compte qu'on pouvait se concentrer sur une chose à la fois, puis éventuellement y arriver, là, parce que je pense que on s'attendait à ce que ce soit un gros projet, mais clairement, je pense qu'il y a personne qui s'attendait à ce que ça soit comme aussi intense comme démarrer quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment beau, Bain Public, là. Je l'ai pas donné au début de la discussion, mais je suis passée samedi soir. C'est vraiment cute, là. C'est bien décoré, c'est chaleureux, tu sais. J'y ai pas été pendant qu'il y avait un spectacle, mais j'y ai été pendant que c'était la partie plus début de soirée, c'est un bar, etc. Tu sais, c'est quand même... tu nommes que vous aviez eu plusieurs idées, mais tu sais, je pense que c'est pas... il faut pas que les gens s'imaginent que c'est uniquement une salle de spectacle qui ouvre ses portes à 22h quand le show commence, là. Tu sais, c'est aussi un espace de rencontre, c'est aussi un bar, c'est aussi un peu tout ça. Oui, effectivement, c'était l'idée, c'était ça. Je pense que c'est aussi dans les besoins que les gens nommaient, c'est niaiseux, mais comme les gens étaient comme, on n'a pas d'endroit où danser à part des endroits qu'on se sent pas en sécurité pour danser, ou des trucs du genre, tu sais. Fait que je pense que l'espace rencontre est important, même si c'est un peu difficile des fois parce que tu sais t'as comme le bar qui peut avoir une certaine connotation, mais c'est de là ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire le bar est comme important dans notre démarche, dans l'idée, restaurant et bar, mais dans l'idée où ce que c'est un endroit où ce que les gens peuvent se rencontrer, tu sais. Puis ça mène à des discussions de fun, puis ça mène, tu sais, à des rencontres vraiment intéressantes quand tu t'en vas dans des endroits qui peuvent te ressembler. Je sais pas, comme ça, fait qu'il y a cet esprit-là qui était importante aussi pour le truc. C'est pour ça que tu sais aussi dans les bases, c'est vu qu'on fonde le truc, mais on sait pas combien de temps que les fondateurs vont être là. Puis c'est sûr qu'il va y avoir du switch. Tu sais, on a quand même essayé de mettre des barèmes un peu clairs au début de oui, on est un bar, mais qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on accepte pas. Autant au sein de l'équipe que mettons nouveau exemple de la consommation, de faire attention à ça, puis de pas faire de pression de consommation, mettons, aux personnes. Fait que les gens qui viennent au bain public ne sont pas obligés de consommer. Tu sais, ça, c'est important. Après ça, c'est sûr que il y a comme une logique de si tout le monde consommait pas, on serait sûrement pas capable d'arriver. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de pression de consommation pour les gens qui viennent. Tu sais. Fait que de trouver, parce que tu sais, mettons... Mais il en existe très peu maintenant des lieux comme ça dans une ville
On peut aller, je sais pas, là, c'est l'hiver, j'ai froid, j'ai envie de juste aller me réchauffer puis m'asseoir dans un lieu chouette. Mais de savoir que c'est ça, que je suis pas obligée de justement dépenser de l'argent, acheter quelque chose pour pouvoir m'asseoir. Ça existe comme plus, tu sais, je veux dire, on a la bibliothèque publique, on a... Ouais, c'est ça. C'est plus dans notre culture, en fait, ces espaces-là. Non, effectivement, là, tu sais, dans un restaurant ou un bar normal, là, si tu vas t'asseoir puis tu fais rien, là, tu sais, rapidement, c'est le serveur va venir te voir, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose? Non, ben, ok, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est comme, c'est ça, puis j'imagine qu'il y a quand même des endroits qui te laisseraient, mais tu sais, nous autres, c'est sûr qu'on va aller voir la personne, tu veux-tu quelque chose? Non, ok, c'est bon, tu sais, fait qu'il y a, on veut, c'est important pour nous qu'il y en ait pas. Après ça, c'est sûr que, je veux dire, probablement par habitude ou par culture, je sais pas, sûrement que les gens peuvent en sentir une pareille, là, j'ai le sens qu'ils rentrent dans Oui, je comprends. Mais tu sais, on a quand même beaucoup d'amis qui gravitent alentour, qui peut-être des fois vont dépenser de l'argent, puis des fois non. Exact, c'est ça. Ouais. Oui, puis je comprends aussi que les gens veulent vouloir soutenir aussi la coop, qui reste une coop de solidarité, comme tu l'as dit au début. Tu me parlais ce matin de COCO, le comité de coordination. Vous avez réussi à trouver une structure de prise de décision, puis aussi de membrariat qui vous correspond bien. Puis tu me disais tantôt que tu sens que vous avez trouvé un équilibre. Tu veux-tu en parler? Oui, c'est ça. C'est au départ, on a, mettons, fondé les règlements généraux de la coop, comment que ça allait fonctionner pour devenir membre, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'on voulait avant que la coop démarre, évidemment. Ça. Fait que une fois que ça allait démarrer, on s'est rendu compte quand même qu'il y a des trucs qui fonctionnaient un peu moins. Fait que c'est juste que l'idée, c'est sûr, comme tout a été fait dans un esprit le plus horizontal possible, au départ, on s'est dit, on veut que tout le monde puisse devenir membre. En fait, que tout le monde devienne membre, finalement, plus parce que tout le monde a encore la possibilité, mais que tout le monde devienne membre. Puis de cette façon-là, en fait, quand tu étais membre, on voulait dissocier certains avantages membres, qu'il y a un petit avantage salarial, puis aussi de voir les shows gratuitement, puis d'avoir des repas, des trucs du genre, qui sont les avantages membres. Puis au départ, tout le monde avait les mêmes avantages, mais on s'est aussi rendu compte que c'est pas tout le monde qui a les mêmes envies d'implication. Il y en a qui voulaient juste une job, finalement. La même capacité, c'est ça, c'est pas grave. Puis ces gens-là, ils viennent travailler, oui, en échange d'un salaire, mais ils donnent de comme qu'ils peuvent aussi à la place, puis c'est correct. Puis on s'est rendu compte que ça avait pas trop de sens, finalement, que tout le monde aime les mêmes avantages, qu'il y avait quand même des grosses différences d'implication. Fait qu'en fait, on a fini par créer une espèce de dire non, il faut quand même qu'on fasse une petite séparation entre les gens qui veulent s'impliquer et les gens qui vont moins s'impliquer, qu'on aime autant. C'est juste que ils s'impliquent ailleurs, whatever, tu sais, c'est comme c'est correct. Puis dans le fond, les gens qui deviennent membres, faut généralement qu'il y ait un espèce de désir d'implication d'une certaine façon. Puis ça peut aller de pas beaucoup à beaucoup. Là. C'est pas nécessairement comptabilisé tant que ça, mais c'est-à-dire, souvent ces gens-là vont prendre des petits postes de gestion. C'est pas obligé d'être un poste à temps plein ou à demi-temps de gestion. Ça peut être 5 heures semaine ou ça peut être une personne qui est nouvellement membre. Elle, en ce moment, son implication, on a un comité bienveillant, ce qu'on appelle, là, qui est comme un comité Safer Space, mettons, pour l'endroit. Cette personne-là a pris en charge ça, mettons. Fait que, c'est juste d'avoir elle avait l'envie de le faire, c'est pas quelque chose qui est imposé. Exact, c'est ça. Fait que finalement, maintenant, dans le fond, avec les gens qui ont des responsabilités, mettons, supplémentaires que leur shift, mettons, on se rencontre tous les lundis, qu'on appelle le comité de coordination. Fait qu'on appelle ça les COCO. C'est une façon d'un peu de pallier au fait qu'on voulait pas de direction générale aussi. Dans notre truc, c'est parce que vous vouliez pas cette hiérarchie-là? Non, on voulait pas cette hiérarchie-là. Même si ça peut être juste comme un autre poste, ça implique quand même que tu gères les autres postes. Tu sais, fait que ça implique... Même si on se dit non, mais on fera attention, on restera à l'écoute. Il y a comme quelque chose de symbolique aussi dans l'idée d'une direction générale. Tu sais, ça implicitement, ça amène un rapport de pouvoir puis d'autorité quand même. Oui, exact, c'est ça. Fait qu'on voulait pas, sauf que à un certain moment, on trouvait que ce qui était difficile, c'est de garder la communication entre les différents volets, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Tu sais, il y a la bouffe, il y a le bar, il y a les spectacles, il y a la comptabilité, il y a les communications. Tu sais, il y a beaucoup de volets qu'il faut gérer, puis on trouvait ça dur que tout le monde soit au moins minimalement au courant du truc, puis qu'il y ait une cohésion dans l'équipe. Puis on était comme, mais c'est parce que normalement, il y a un directeur général qui veille à ça. Tu sais, fait comment qu'on fait pour... Ouais. C'est dur de réinventer les règles.
Ouais. Et de sortir de la culture dans laquelle on a l'habitude d'évoluer, puis de se dire, comment est-ce qu'on s'arrange, en fait? Ouais, c'est ça, exact. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Ben là, d'abord, faut-tu qu'on ait un directeur général, mais en même temps, on voulait pas arriver là, tu sais, fait que c'était comme... Puis maintenant, on s'est juste dit, ben, tous les gens qui ont des postes de responsables à quelque part, ben, on se rencontre tous les lundis 11h. Oui, c'est ça, on peut se parler, mais on n'a pas besoin de passer par une personne au-dessus qui va relayer l'info. Faut juste qu'on s'oblige à le faire, parce que si on dit juste, mais on va se parler, ouais, non, ça marche pas, on le fait pas, tu sais. Fait que, en se disant, ben, une fois par semaine, toujours à la même heure, on le fait. Mais de cette façon-là, tu sais, je veux dire, puis c'est pas grave si des fois on n'est pas là, mais on essaie d'être là à peu près tout le temps. Puis ben, ça nous permet finalement de se tenir au courant. Puis en fait, on va simplement regarder, ben, comment la dernière semaine a été, est-ce qu'il y a eu des enjeux particuliers jour par jour. La semaine qui s'en vient, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde. Puis on se laisse un petit moment pour s'il y a des trucs urgents à régler ou des trucs à discuter plus particulièrement. Ça a été quoi la réaction des gens que Rimouski quand vous avez créé Vin Public? Elle était bonne, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu tout le début, c'est comme une nouvelle place qu'il y a, fait que là, c'est genre tout le monde s'est un peu garoché, mais c'était nice, mais aussi dès le début, en fait, on a quand même senti un soutien de la communauté parce que bon, on a commencé par une campagne de socio-financement avec La Ruche, mais vite aussi, il y a des gens qui ont voulu venir donner du temps, fait qu'au départ, dans le montage du projet, puis dans l'aménagement des lieux, mettons, on a eu beaucoup de bénévoles, tu sais, qui sont venus nous aider. Puis c'est sûr que justement de quoi qu'on dit qui était le fun, c'est que dès le départ, on arrivait avec un modèle qui était à but non lucratif, puis avec des intentions qui sont pour la communauté. Fait qu'on sentait que c'était facile pour les gens aussi pas facile nécessairement, mais d'avoir envie de s'impliquer parce qu'ils savent que, tu sais, il peut y avoir de quoi tu sais, des fois, t'as des compagnies privées, mettons, qui font quand même des trucs en gros pour le commun, mais ça crée quand même une genre de distance que tu dis, mais pourquoi je vais aller m'impliquer? C'est la différence commun versus économie sociale. Ouais. Tu sais? Ouais, quand même. Il y a plein d'entreprises privées qui sont comme, c'est pour, tu sais, il y a une mission sociale, il y a une idée, mais pas tout à fait forcément incarnée comme à la manière des communs. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Fait que c'est ça. Puis ça, j'ai l'impression que ça peut créer plus les gens ont pas de avoir envie d'aller donner du temps en disant, en fait, c'est eux qui ramassent l'argent à la fin, tu sais. Fait que, oui, puis les gens se sentent comme je suis un consommateur du service qu'ils peuvent faire. C'est pas la même chose que de sentir que je peux faire partie de la gang, puis c'est par nous et pour nous, là. C'est quand même, Effectivement. Puis, fait que c'est ça, je pense que vite, on a senti comme un appui des gens, puis ça, c'est de quoi qui est vraiment le fun, puis qui reste, tu sais, dans le temps, puis c'est le fun aussi de se faire dire encore, je pense que c'est jeudi, tu sais, j'étais dehors, puis il y a une personne qui passe, puis qui me dit, ça fait combien de temps, les bains? Je dis 3 ans, puis t'es comme, j'imagine pas un Rimouski avant les bains, tu sais. On se le fait dire quand même souvent, fait que c'est comme, c'est fun. Les gens qui étaient là. Vous êtes déjà iconique. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le fun, tu sais. Les gens qui étaient là avant que ça l'ouvre, ils se demandent, ils sont comme, ah ouais, c'est vrai, ça existait pas. On faisait quoi, en fait, avant le samedi? C'est ça, ouais, genre. Puis les gens qui étaient pas là avant, ils comprennent pas qu'il y avait pas ça, tu sais. C'est quand même... Puis ces gens-là, ils peuvent s'impliquer quand même de différentes manières, tu sais, parce qu'il y a des membres travailleurs qui reçoivent un salaire, comme une quinzaine. Puis il y a des membres de soutien, par contre. Oui, c'est ça. Puis là, on est justement en réflexion de comment mieux l'ouvrir parce que on l'a depuis le début. On a quelques membres de soutien, mais on l'a jamais tant publicisé que ça. Mais on veut plus l'ouvrir. C'est juste que là, justement, on est aussi dans une démarche où on revoit un peu les règlements généraux. Puis parce qu'en fait, la chose qu'on s'est dit, c'est on a comme envie que tout le monde puisse participer au bain public, mettons, mais faut réussir à garder une espèce de trouver des barrières, mettons, pour que la mission reste, genre des trucs du genre, tu sais. Puis, fait qu'on se disait, c'est que, tu sais, si on ouvre à tout le monde les membres de soutien, puis qu'on fait juste une campagne, parce que c'est 20$, fait que c'est pas cher, tu sais, puis que tout le monde peut s'embarquer, il va venir avec beaucoup plus de membres de soutien, mettons, que de membres de travailleurs. Fait que les gens qui donnent de leur temps puis de l'énergie, vont finir par avoir un poids décisionnel qui est moins important que la communauté, ce qui peut être intéressant, mais en même temps, ce qui peut c'est des questions vraiment philosophiques, là. Je trouve que c'est dur à déterminer parce que, d'un côté, on veut valoriser les gens. Comment dire? Je pense qu'il pourrait y avoir deux bonnes réponses qui sont totalement opposées, tu sais. On pourrait se dire, les membres travailleurs doivent avoir plus de pouvoir décisionnel parce qu'ils mettent beaucoup de temps, ils travaillent.
Mais à l'opposé, on pourrait aussi se dire, ben, ils sont compensés pour ce travail-là déjà par un salaire, mais la prise de décision pourrait inclure beaucoup plus de gens. Et c'est pas facile. Je pense pas qu'il y a comme moralement ou éthiquement comme une réponse qui apparaît de manière évidente, tu sais. Les questions de justice et d'équité sont, en tout cas, au cas par cas, c'est entre l'idéal qu'on a en tête puis quand faut le mettre en pratique, de se dire ça veut dire quoi finalement être autogéré, ça veut dire quoi être en solidarité. C'est quand même dur. Est-ce que c'est le comité de coordination qui se penche un peu sur ces questions-là ou c'est comme qui est-ce qui réfléchit à quoi faire avec ce puzzle-là? Ben oui, tu sais, parce qu'on a aussi un conseil d'administration, mais on se rencontre régulièrement, mais qui est surtout pour des grands événements où il y a des problématiques autres. Mais ces genres de réflexion, de décision-là, ça se passe au comité de coordination. C'est ça. Fait que ça, c'est un des trucs qu'on est encore en réflexion pour comment bien mettre de l'avant. On a quand même réfléchi à des pistes. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est que c'est les règlements généraux, finalement, t'as un cadre dans lequel il faut que tu restes. Là. Tu peux pas te dire n'importe quoi dans tes règlements généraux, mais t'as quand même une attitude sur plein de choses, sur comment tu mets en place. Fait que tu sais, les processus de décision, puis qu'est-ce qui vaut quoi, il y a matière vraiment à réfléchir pour trouver la bonne façon d'essayer de trouver une façon que ça soit plus équitable, parce que c'est toujours aussi dans une idée d'avoir des remparts, là, parce que dans les faits que, mettons, la communauté décide full, c'est full intéressant, mais sont pas ancrés dans la réalité de ce qui se passe, mettons. Exemple, c'est quand même difficile financièrement de maintenir un truc comme ça, fait que des gens qui seraient pas dedans pourraient ne pas nécessairement avoir autant de sensibilité que les gens qui y travaillent, puis n'est qu'à prendre des décisions qui pourraient nuire, mettons, financièrement. Tu sais, fait que c'est juste de dire, si ça arrive, comment qu'on met? Fait que il y a grande question. ouais, grande question. Puis toi, à Ben Public, Marco, tu t'occupes aussi de la programmation. Oui. Comment ça se passe? Qui décide? C'est qui les artistes qui sont invités? Comment est-ce que vous gérez ça? Ben c'est principalement moi qui, en fait, c'est moi qui fais la programmation. L'idée, c'est que tout le monde peut proposer, sauf que je pense que justement dès le début, on s'est dit bon ben tout le monde, on va réfléchir sur tout, sauf que c'est vraiment énergivore, fait que c'est comme pas tant possible que tout le monde a le droit de proposer ou est bienvenu, tu sais, puis surtout pour certains événements, je vais vraiment demander êtes-vous sûr qu'est-ce que vous êtes d'accord? Puis on a quand même des barèmes qui ont été décidés en équipe sur essayer d'avoir une programmation paritaire, que ça soit pas juste de la musique, que les organismes aient quand même de la place par rapport à ça, puis que ça n'empêche pas des organismes aussi de bénéficier de la salle. Il y a des gens issus de la diversité sexuelle, culturelle, whatever, que c'est important, que j'ai comme des barèmes qu'on s'est établis à respecter. Après ça, dans la sélection même des artistes, souvent c'est moi qui le fais, sauf que tout le monde peut donner son avis. Ouais. C'est juste que ça serait peu réaliste, mettons, Mais c'est beaucoup d'organisations, là. Je devine que tu aies des courriels, des dates, tu t'arranges exact, c'est ça. Arranger le calendrier, c'est quand même énorme. C'est ça. Bien attendre, mettons, après que tout le monde ait donné son avis, ça serait juste pas réaliste parce que les gens ont pas tant de temps non plus. Fait que, tu sais, en tout cas. Ouais. Que c'est plus ou moins que ça fonctionne. Tu m'expliquais aussi que des fois, il y a des tensions entre le prix du billet de spectacle que vous aimeriez offrir aux gens qui viennent, puis le prix qui vous est imposé. Ouais, ben c'est que là encore, on retourne dans des droits philosophiques On aime ça. Ouais, c'est ça. Ben c'est que il y a un truc qui est important depuis le début avec les bains, c'est de garder que la culture soit accessible. Puis en même temps, il y a aussi un enjeu que les artistes, faut qu'ils soient payés parce qu'ils sont jamais vraiment bien payés. Fait que dans mon monde idéal, les choses seraient gratuites ou vraiment pas chères, puis les artistes seraient vraiment bien payés. La réalité, c'est que faire de la tournée au Québec, ça coûte cher parce que les distances sont grandes, puis les artistes sont souvent pas tant bien payés. Il faut quand même faire payer un prix de billet qui permet de payer l'artiste. Puis il y a aussi le fait que là, souvent, tu sais, nos billets pour tout ce qui est découverte, les billets seront pas si chers, c'est environ 15 $, tu sais. Mais il va y avoir des artistes plus connus qui viennent, que là, ben, vu qu'ils sont plus établis, ils demandent un certain cachet, puis pour arriver à ce cachet-là, on n'a pas le choix de monter le prix du billet, tu sais. Fait que c'est de trouver un équilibre de... Souvent, les shows ont été moins chers, mettons, quand même chez nous pour un même artiste, mais en même temps, ça marche pas tout le temps, tu sais, puis peut-être qu'il va juste pas venir, puis on dit, mais les gens vont être contents de le voir, fait que là, faut comme arriver à finalement un prix de billet qui est un peu plus cher, puis que encore, tu sais, je me dis des fois, je suis comme, mais en même temps, c'est parce que ça fait 10 ans qu'ils rushent, puis là, enfin, ils peuvent
pendant peut-être juste 2-3 ans ou peut-être plus. Dans leur pic, pogner ils peuvent faire de l'argent. Comme correct paye, tu sais, là, qui est finalement pas si grosse que ça. Fait que, est-ce que c'est pas correct, tu sais, je pense pas, parce que d'un autre sens aussi, c'est les gens puis je le comprends quand même, mais tu sais, on des fois pas de la misère à payer un café 8 piastres, mais de la misère à payer 15 pour un show, tu sais. Fait qu'il y a comme aussi dans la culture qu'il faut se dire, ben, tu sais, les artistes, faut les soutenir aussi. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Fait que c'est comme, je pense que de la façon qu'on pallie le plus à ça, c'est qu'il y a les spectacles en salle qui sont payants, mais on a beaucoup d'activités aussi plus culturelles et communautaires qui sont gratuites, contributions volontaires à l'avant. Tu sais, il y a quoi comme activité, par exemple? Ben, mettons, tous les lundis, on a des quiz, tous les jeudis, on a de la danse latine, on a les jam trad, on a la danse swing, des soirées de jeux de société, là, on en a pas en ce moment. On a une soirée crible, qui est la même soirée de la jam trad. Des fois, on fait des spectacles contributions volontaires à l'avant aussi, que ce soit des artistes qui veulent venir casser des tunes ou des trucs de même. On a aussi des soirées avec qu'on appelle des chaises musicales. Mettons qu'il y a plusieurs artistes qui vont venir faire quelques tunes. Tu sais, fait on essaie de garder quand même. Tu sais, finalement, il y a des shows en salle qui se passent du jeudi au samedi, généralement 2 soirs sur 3. Puis le reste de la semaine, il y a des activités qui sont soit gratuites, contributions volontaires, ou très faible coût, dépendamment. Ouais. Fait que je pense qu'il y a ça qui reste accessible. Finalement, à chaque semaine, il y a quand même des options, sauf qu'il y a une autre réalité avec les spectacles en salle, que il n'y a pas le choix d'avoir un certain prix payé. Tu sais, sinon, je comprends. Ouais. Est-ce que tu trouves le temps de continuer à faire de la musique, de mettre de l'avant ton groupe, etc., depuis que tu t'impliques autant dans le public? Oui. Je pense que le démarrage puis les 2 premières années, c'était quand même plus rushant, mais j'ai l'impression que depuis presque 1 an, qu'on trouve un équilibre un peu. On travaille encore beaucoup, mais j'ai plus de soirées à moi, puis j'ai plus de temps à moi, fait que ça s'en vient le fun. C'est aussi un objectif qu'on avait, puis qu'on continue de vouloir, tu sais, que ça soit encore moins intense, mais là, c'est pas pire, tu sais, puis comme c'était comme en bon français, un coup à donner, genre, mais comme qui est quand même vraiment intense, qui des fois tu te dis ça a aucun sens que je fasse ça, parce que genre c'est sûr que t'as la réflexion, t'es genre tu sais, aucun bénéfice, genre, mais je donne tellement, ça te revient d'une autre façon, dans le sens que quand tu trouves une stabilité, c'est vraiment le fun. Il y a plein de monde qui sont là, puis ça te revient de cette façon-là. Mais c'est sûr que c'est beaucoup d'investissement. Mais tu as envie de cet investissement. Oui, c'est ça. T'as pas un autre métier à côté. Non, exact, c'est ça. On a réussi à finalement se créer un peu notre job qu'on voulait aussi, là. Vous avez créé votre job de rêve. Ouais, genre. Fait que, hier, j'ai dormi ici chez toi avec toutes... vous êtes quoi, 4 là? Ouais. C'est ça. Avec les copines aussi qui étaient là. Tu m'as fait une très bonne lasagne, c'était très gentil. On a écouté Occupation Double, pour le dire. C'était vraiment bon. On le dit là. C'est vraiment bon cette année. Puis je trouvais ça comme beau, on dirait, de vous voir tous là autour de la table, tous à partager des moments comme ça aussi, parce que les communs, entre guillemets, ou peut-être comme l'esprit collectif, tu l'incarnes pas que dans ton métier, tu sais, tu vis aussi dans juste le fait que tu partages une maison avec plein d'amis, avec tout ça, tu sais. As-tu toujours été aussi axé sur le collectif? Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie d'être très avec les autres en gang, tout ça? Quand même, ouais. Je pense que j'ai quand même tout le temps été quelqu'un de gang, ouais. J'ai longtemps été un people pleaser aussi. Je pense mais on est tous encore un peu. Mais en fait, avec les bains, en fait, c'est niaiseux, mais il est venu quand même une certaine fatigue qui fait que je mets plus mes limites. C'est fou, mais je sais pas pourquoi tout le monde à qui je parle dans les communs, on aime les communs, on est tous des anciens people pleasers anonymes. Okay. Je sais pas pourquoi. C'est comme un désir de aussi, tu sais, comme prendre soin des autres aussi, puis avoir en retour aussi ce retour positif-là, cette valorisation-là qui vient du fait d'aider les autres. Mais c'est vrai qu'il y a rien de tel pour guérir de ça, du people pleasing, que de le vivre, c'est quoi vraiment le collectif, puis de s'épuiser à travers ça quand on n'a pas de limite, tu sais, d'apprendre sainement à être capable de gérer nos relations, là, c'est quand même c'est une bonne cure. Oui, clairement. Vraiment, c'est parce que ça, c'est bien vouloir prendre soin des gens, il faut aussi prendre soin de soi. Oui, parce que sinon, les projets marcheront juste pas. C'est ça. Ouais. Tu voulais faire quoi quand t'étais ado? Quand j'étais ado, mon père avait un garage de mécanique là. J'étais comme juste dans
au départ, j'étais juste dans une vision de je reprends le garage en horreur. Ah, ouais. Ouais. Fait que j'ai travaillé un peu ado pour mon père, même jusqu'à début adulte. Préparer des camions. Mais Un gars de char. ouais, c'est ça. Après ça, mais j'ai comme passé par plein de trucs. Ouais, j'ai été un gars de char, là. J'ai jamais eu mon char sport, mais je voulais vraiment un char sport quand j'étais plus jeune. Je m'attendais comme pas à ça. Non, hein, c'est bon. Des vins publics. Ouais, c'est ça. J'ai eu une motocross aussi. Mais ça, je pouvais le voir. Ouais, je sais pas, on est en bas du fleuve, il y a comme un peu une intersection, aimer la nature, faire du motocross, faire des choses comme ça. J'étais en Mauricie dans ce temps-là, mais. Ah bon, ok, là, c'est pas grave. De là, mais il y a de la motocross. La carte, non, mais il y a de la motocross en Mauricie, fait que, mais, ouais, fait que, je pense après ça, je m'étais dit, je pourrais vouloir faire je voulais être en génie mécanique parce que je trouvais ça créatif. Fait que j'étais allé faire, génie aérospatial, en fait, à Saint-Hubert. Finalement, j'aimais pas ça parce que j'étais comme, j'aime plus mes cours de littérature puis mes cours de philo que mes cours de technique. Fait que là, j'ai comme bifurqué jusqu'à aller en géographie puis c'est pour ça que je suis venu ici. Mais, j'ai rebiffé. T'enseignes-tu aussi la géographie? Non, j'ai été auxiliaire d'enseignement à l'université pendant quelques sessions puis quand j'étais à la maîtrise. Mais ouais, là, en fait, au début, quand on a parti les bains, je travaillais encore dans le laboratoire de recherche comme auxiliaire de recherche, finalement. Est-ce que tu vois un lien entre la géographie puis les communs? Ça peut, je sais pas, genre rapport au territoire, organisation. Oui, clairement. c'est le truc avec la géographie, c'est que c'est très large, tu sais, ça, mettons, de la géographie humaine qui est plus près de la sociologie à la géographie physique, mettons, qui est plus près de la biologie, tu sais. Comme les bassins versants. Ce qui est la seule chose dont je me rappelle de mes cours de géographie. Oui, ben c'est ça. Puis, qui est plus en géographie physique, mais en même temps, l'idée de la géographie, c'est quand même, l'idée générale, mettons, de la géographie, c'est quand même que c'est le territoire, comment il se modifie, mais par rapport aussi à l'occupation, mettons, des gens, puis comment que ça les affecte, tu sais. Fait que nécessairement, il y a des liens à faire avec les communs parce que comment que l'environnement va affecter la population, comment la population va affecter son environnement, pose nécessairement des questions de commun, de dire comment qu'on s'organise pour que soit pour réagir à des changements dans l'environnement, soit pour l'impact qu'on a sur cet environnement-là, qu'il y a des... Oui, parce que c'est pas le capitalisme qui va permettre de prendre soin de l'environnement. Non, c'est ça l'affaire. Fait que oui, il y a clairement des trucs à faire avec ça. Tu sais, moi, ma maîtrise, par exemple, c'était une bonne solution contre l'érosion côtière. Fait que, nécessairement, ça implique qu'il y a des gens qui souffrent, mettons, de cette érosion-là, qui doivent être mettons, qui doivent déménager, qui doivent carrément, leur maison doit être abandonnée. Il y a comme des trucs. Puis ça n'arrive pas généralement juste une personne. Fait qu'il y a clairement un coût collectif qui est très réel. Exact, c'est ça. Ouais. Comment est-ce que tu vois évoluer le bain public si, mettons, tu te projettes un peu dans l'avenir, soit l'organisation en elle-même, mais aussi ton rôle à travers elle, as-tu d'autres aspirations, d'autres projets? Comment est-ce que tu vois les choses? Oui, on est en train de réfléchir à la phase studio, salle. On a fait une version A où ce que mon groupe, on s'est fait un local en arrière, fait qu'on pratique maintenant. Puis on a fait une genre de version A de studio là-dedans où ce que on a commencé à enregistrer nos trucs là. C'est vraiment une pièce qui est à partager avec beaucoup de gens, mais on a l'aspiration de faire une pièce juste à côté. Ce serait une pièce pour faire des enregistrements, mais aussi qui pourrait être juste pour monter des spectacles ou pour pratiquer, fait qu'il pourrait être utilisé, mettons, entre guillemets, loué à faible coût, mettons, de façon qui appartient en ce moment. Le local, c'est notre groupe qui l'a, tu sais, fait que oui, il y a d'autres gens qui viennent, mais c'est pas ouvert à tout le monde. Puis la pièce que nous on utilise, ça serait un peu trop petit pour réussir à ouvrir ça à tout le monde. Puis on a aussi des modifications à faire dans le bâtiment pour pas que les gens soient juste comme dans tous les bains publics tout le temps si ils viennent pratiquer, mettons. Fait que on veut faire une pièce là, fait qu'il serait studio d'enregistrement / local qui pourrait être utilisé par principalement musiciens, musiciennes, mais aussi autres artistes au besoin. Là. Fait que c'est pas mal le prochain projet qu'on est en train de monter, là, qui est comme pas mal monté. On attend des soumissions encore pour essayer de faire des demandes de financement pour y arriver. Fait que il y a ça. Puis moi, mon implication, c'est toujours parce que s'il y a un autre projet, c'est encore du temps. Fait que c'est de voir que où ce que je me situe là-dedans, c'est il y a comme je me pose la question en fait moi aussi de genre
où est-ce que je veux plus m'enligner, dans le sens que je fais la programmation puis je fais le son. Oui. Puis Tu as d'autres personnes qui maîtrisent ces savoirs-là, ces expertises-là, ou ça repose sur toi? Principalement sur moi, mais il y a quand même d'autres personnes. Une relève, là, si mettons tu oui. voulais ralentir ou te consacrer à autre chose. Oui, c'est ça. Puis pour la technique de son, mettons, il y a un autre technicien qui est là presque aussi souvent que moi. Puis il y a d'autres techniciens aussi à Rimouski qui viennent des fois travailler comme technicien. Pour la programmation, en fait, au départ, mettons, je programmais tous les événements, mais ça n'avait pas de sens. Fait que finalement maintenant, parce que c'était comme trop, fait que je programme les spectacles en salle. Puis il y a David dans notre équipe qui programme les autres événements de la semaine, mettons. Fait que tout ce qui est les événements mensuels qui reviennent, la danse, tout ça, c'est David qui va s'en occuper, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même d'autres gens alentour qui pourraient le refaire. C'est juste que moi, personnellement, je me pose des questions sur si je regarde dans l'avenir, est-ce que si on a un studio, est-ce que je m'occupe de la technique de scène et de la technique du studio, mais je délaisse la programmation, ou je prends la programmation puis quelque chose d'autre puis je délaisse le côté technique, ou je garde tout le temps les boules, mais ça, je sais pas, tu sais, c'est comme je me pose la question. Ouais. J'ai pas de réponse. C'est correct. J'aime les deux. Je sais qu'à une année, je vais peut-être devoir choisir en ce moment. Ça va. T'as grandi en Mauricie. Ouais. Pourquoi Rimouski? C'est ma maîtrise, en fait, qui m'a amené ici. J'ai fait mon bac à Montréal en géographie. Puisque je voulais aller essayer de vivre à grande ville. Puis c'est ça. Puis je pense qu'il y a deux trucs, tu sais. Dans mon bac, j'ai comme tripé sur la géographie en milieu côtier parce que je trouvais que c'était un milieu qui était très dynamique, qui changeait vite, puis qui était je sais pas, j'avais comme un appel de ça. Fait que puis c'est il y a, tu sais, à l'UQAM aussi, ils en font un peu, mais le gros de la recherche en milieu côtier au Québec se fait à l'UQAM, c'est avec l'Université Rimouski. Fait qu'il y avait ça, puis aussi que, bon, moi, je viens d'un petit village, Saint-Mathieu-du-Parc à Mauricie, puis j'ai été vivre à Montréal, puis j'aime le monde, puis j'aime ça comme avoir une genre de vie de ville un peu. Ouais. Mais Montréal, ça m'étouffait les raides, là. J'étais comme, tu sais, après un mois, il fallait vraiment que je sorte de là, tu sais, je sentais que c'était comme trop. J'étais comme, Rimouski en même temps, c'est comme, juste entre les deux. Fait que... Mais c'est ça, ça me parle depuis, je veux dire, je suis déjà venue plein de fois à Rimouski avant de venir ici, mais j'étais venue comme vraiment touriste, entre guillemets. Puis là, de venir puis d'être chez l'habitant, pour le dire comme ça, puis de rencontrer puis de parler avec des gens qui ont des projets. J'avais toujours trouvé que c'était pas très grand Rimouski, puis là, je me dis, mais mon Dieu, mais ça se passe, là. Tu sais, comme, depuis hier, même au souper, on jasait de plein d'autres communs, puis je me suis dit, là, il faut que je revienne au printemps, puis il faut que je passe une semaine, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est vraiment foisonnant de projets, puis c'est comme, il y a quelque chose de cute dans l'idée que je pense qu'à Rimouski, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément nés ici, mais qui ont fait le choix de venir. Ouais. Les gens sont pas coincés à être ici, tu sais, mais si ce choix est fait, c'est quand même que, c'est ça, il y a vraiment quelque chose à en retirer. Oui, clairement. Puis tu sais, je pense qu'il y a plein de paramètres qui font ça aussi. C'est que c'est pas si grand, mais tu sais, c'est quand même genre 50 000 habitants, mais c'est aussi la plus grosse ville de l'Est du Québec, tu sais, fait que ça puis l'université. Mais ouais, c'est ça, on est la métropole de l'Est. C'est vraiment, wow, ça a été dit. On en fait un t-shirt. Marco, on arrive à mes petites questions de la fin. Ouais. J'en ai quelques-unes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu es aligné avec tes valeurs? Oui, oui, quand même bien. Puis je pense qu'avec ce projet-là, j'ai toujours senti que j'étais aligné avec mes valeurs depuis le début. C'est plus, je me suis posé la question au niveau de la fatigue, si je serais capable de le maintenir. Puis là, maintenant qu'on arrive à un moment où j'ai quand même réussi à se slacker un peu, je sens que dans l'avenir aussi, je peux continuer dans ce projet-là en étant fidèle à mes valeurs et en ne m'épuisant pas trop. Oui, en prenant soin de toi aussi. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté? Tu sais, j'imagine la question peut se poser dans la vie, mais je pense que ça serait quand même les biens publics en général, que ça soit là. Je pense que ma plus grande fierté avec ça, c'est de voir que ça a vraiment été adopté par les gens. Il y a des gens plus marginalisés aussi, c'est pas que ces gens-là qui viennent, mais que ces gens-là viennent, tu sais, puis de voir que, tu sais, par exemple, ça a été beaucoup adopté par la communauté. Ils se sentent bien ici, puis ils nous disent genre, c'est ici je me sens bien, puis qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais c'est la seule place où je me sens safe pour vrai, tu sais, ou comme quand si je veux sortir. Fait que il y a comme des trucs de même de savoir que c'est adopté par la communauté, puis par tous les types de communautés, même si c'est pas parfait, mais tu sais, on a aussi des événements qu'on
qu'on a quand même travaillé avec Accueil Intégration Bas-Saint-Laurent pour qu'il y ait des gens des communautés, mettons, racisées qui viennent ici. Fait que ça fait que il y a quand même une diversité. C'est pas qu'on répond probablement pas à tous ces besoins-là, mais ça reste qu'il y a quand même plusieurs communautés, des gens de beaucoup de communautés différentes qui ont adopté la place puis qui s'ennuient ici. Fait que ça, pour moi, c'est quand même une fierté. Ben, mon Dieu, tu peux être fier, je pense. De toute façon, je trouve ça touchant de se dire qu'il y a peut-être, 3 ans en arrière, ces gens-là n'avaient peut-être pas accès à ce type de lieu-là. Puis, par l'effort collectif, maintenant, ça existe. Puis, pour ma dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, qui entendent soit parler du commun pour la première fois ou de ce type de projet ou qui ont envie de s'engager dans ce type de choses? J'imagine, vu de l'extérieur, de juste entendre parler des communs, ça peut être comme, c'est un concept théorique, mais dans le fond, c'est juste d'être fidèle à qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on aime faire collectivement puis que ça s'applique finalement à n'importe quoi. Fait que si vous avez un projet, faites-le en commun parce que c'est niaiseux, mais c'est comme, ça l'apporte tellement plus à la communauté puis à soi-même aussi parce que tu réussis à c'est ça, tu développes un sentiment de communauté avec des gens que tu pars le projet, mais aussi avec les gens pour qui la communauté en bénéficie. Puis je pense aussi que ça finit par faire des meilleurs projets, un peu comme je disais tantôt, parce que nécessairement, tu as plusieurs personnes qui réfléchissent à quelque chose pour arriver à des compromis, mais si tu arrives à des compromis de plusieurs personnes qui réfléchissent, probablement que tu arrives à une idée plus élaborée parce que tu as envisagé plein de possibilités, tu sais. Ouais. C'est enrichissant. Fait que allez-y, mais ne vous épuisez pas. J'adore ça, c'est important. Ouais. Sur ce mot de la fin, très self-care. C'était ça, c'était pour mes questions. Je vais recommencer cette phrase-là parce que j'ai dit comme t'es partout. C'est tout pour mes questions. Merci beaucoup, Marco, de m'avoir accueilli puis de m'avoir fait confiance là, pour qu'on fasse l'entrevue. Puis c'est ça, je suis vraiment contente. Puis c'est sûr qu'on va se recroiser. J'ai hâte de venir à des spectacles avec le public. Ben oui, certain. Tu reviendras à la maison. C'est vraiment très content de t'avoir rencontré. Salut. Et merci pour ton balado. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.